On part donc faire un tour de 4 territoires qui se projettent pour mieux s'adapter. Je veux bien m'asseoir parmi vous, si vous voulez bien. On va aller dans le bassin de l'Adour, le bassin de la Durance, le bassin de la Seine-Amont et le bassin de la Loire. Et on commence par le bassin de l'Adour avec Paul Carrère. Vous êtes le président de l'EPTB Adour et vous êtes accompagné de Mathilde Chausse-Croûte qui est chargée de mission. Alors vous allez nous parler d'un retour d'expérience où vous êtes projeté en 2050 dans une démarche qui s'appelle Prospective Adour 2050 et ce qui m'a intéressé notamment à la lecture de votre projet, c'est ce fort aspect de concertation qui l'a animé. Donc merci peut-être de nous donner déjà quelques éléments de contexte pour qu'on comprenne comment ça se passe. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc Paul Carrère, effectivement, président de l'institution Adour. L'accent est différent que celui que vous venez d'entendre. Nous venons du sud-ouest de la France et je suis élu du département des Landes. Rapidement, le contexte. Je préside un EPTB qui a 40 ans cette année, qui a commencé comme un syndicat interdépartemental avec un objectif de gestion hydraulique, gestion des risques inondations et développement agricole, gestion de la ressource, dans les années 70 ou 80, où l'effort a été fait sur nos territoires pauvres à nous, pour essayer de travailler avec le monde agricole à l'irrigation. Donc c'est des choses qui nous ont permis de travailler un développement concerté déjà à cette époque-là avec le monde agricole et le monde industriel sur le bassin de l'Adour. Petit à petit, au fil des modifications réglementaires, le syndicat s'est transformé en dans des années 2000. Et à partir de là, on est un peu monté en charge. On a géré différents dossiers. On a travaillé sur les politiques poissons migrateurs. On a travaillé sur les champs d'expansion de crues. On a travaillé sur l'animation de sages, puisque nous avons 3 sages, sur le bassin de l'Adour. Et donc, avec les 4 départements que compose cette EPTB, Haute-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Landes et Gers, eh bien, nous avons essayé d'étoffer un petit peu notre plan d'action pour travailler une prospective au-delà des 2-3 années d'objectifs immédiats. On a été là aussi amené à travailler un petit peu différemment. La loi qui a instauré les projets de territoire nous a imposé de travailler de cette façon-là. Et à partir de 2015, il y avait des territoires en très, très fort déficit d'eau. Je pense au bassin du Midour et au bassin de l'Adour amont, c'est-à-dire les plateaux du Gers et des Landes et le Piémont pyrénéen. Et donc à partir de là, nous avons effectivement, en concertation avec les 2 grandes régions, avec l'agence Adour-Garonne, nous avons travaillé à un document prospectif qui nous permet d'avoir un peu de grain à moudre, comme on dit vulgairement, mais qui nous a permis surtout d'apporter du sérieux et du prospect en le partageant avec l'ensemble des partenaires. C'est ce que disait le précédent interlocuteur. On a clairement mis en place un travail en échangeant, en étant le plus partageur possible. Alors c'est effectivement une méthodologie complètement différente de ce qu'on a pu connaître il y a 30 ans sur nos bassins de vie, où quand on décrétait qu'il fallait faire de la ressource, elle se faisait. Moi je suis arrivé depuis 3 ans sur cette EPTB avec plein de beaux dossiers dans les cartons qui n'aboutissaient pas, et donc l'objectif maintenant, c'est dans un schéma raisonné d'essayer de travailler à ce que l'on peut créer, d'abord dans un schéma d'économie d'eau, ensuite dans un schéma de partage des usages de l'eau, et enfin dans une obligation de ressources si on ne peut pas faire autrement. Alors, pour ce faire, comment on s'est équipé ? On avait l'expérience sur notre bassin, Adour-Garonne, de l'expérience Garonne 2050, qui avait déjà été portée avec l'agence de l'eau, la région Midi-Py à l'Aquitaine. Et donc on s'est nourri de cette expérience, on a essayé d'éviter les quelques travers qui n'étaient pas très intéressants. On en rencontre d'autres, effectivement, parce qu'on n'a pas la science infuse, mais malgré tout, construit ce programme à 2050. L'objectif est d'avoir une capacité à leur faire prendre conscience de l'évolution du réchauffement climatique, des problématiques qui vont s'engendrer, du modèle économique qu'il va peut-être falloir modifier, du partage de l'eau qu'il va falloir initier différemment. Et on se rend compte qu'effectivement, notre région n'aura plus la même capacité d'accueil si on ne travaille pas dans ce schéma prospect. Donc moi, ce que je vous propose, introduction faite, c'est que Mathilde maintenant puisse développer un petit peu le programme. Très bien. Je crois que vous aviez prévu des diapositives, Mathilde. Ceci vous permet de les passer. Ok. Bonjour à tous. Donc moi, je vais effectivement vous parler un peu plus de l'aspect méthodologie et
technique qui a été développée pour l'étude. Donc on est, comme Paul Carrère le rappelait, sur le sud-ouest de la France, à cheval sur les départements des Hautes-Pyrénées, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Donc on est dans un contexte de réchauffement climatique et c'est pour ça qu'on s'est placé sur cette étude prospective pour se demander comment pourrait évoluer notre territoire à l'horizon 2050 face au changement climatique, mais aussi face aux activités humaines qui ont un impact sur la ressource en eau et qui ont un lien très étroit avec la ressource en eau. Donc on a retenu un scénario climatique pour l'étude Azure 2050, qui n'est pas un scénario optimiste, qui n'est pas non plus un scénario pessimiste. On a retenu le scénario médian, RCP 4.5 pour ceux à qui ça parle. Donc sur notre territoire, à l'horizon 2050, on s'attend à une augmentation des températures, un peu comme partout globalement face au réchauffement climatique. Chez nous, ça se traduirait dans ce scénario à une augmentation de 1 à 1,5 degré en moyenne d'augmentation de température chaque jour, avec une tendance qui est plus marquée sur les territoires de montagne. On s'attend aussi à un régime des pluies différent, avec autant de pluie sur une année que ce qu'on connaît actuellement, mais à moins de jours de pluie, donc des épisodes pluvieux plus intenses, et c'est ce qui pose de plus en plus problème sur tout le territoire national, ces événements très intenses. On a aussi la chaîne des Pyrénées sur notre territoire. Et au niveau des Pyrénées, on s'attend à une diminution de la hauteur et de la durée d'enneigement. Et ça pose de nombreuses problématiques d'un point de vue tampon lors de la fonte des neiges à l'étiage. Mais ça pose aussi des problèmes économiques pour notre territoire. Donc on a tout un tas de problématiques climatiques qui s'accompagnent donc de problématiques anthropiques, puisque forcément on a un territoire avec des activités économiques, avec une gouvernance de l'eau particulière. Et c'est pour ça qu'on a développé une méthodologie en concertation importante avec les acteurs du territoire, parce que c'est eux les premiers concernés par les évolutions climatiques et socio-économiques sur le territoire. Donc on a mis en place des ateliers de concertation où on a réuni plus de 80 acteurs au niveau de différentes thématiques, que ce soit l'agriculture, l'industrie, la gouvernance de l'eau, l'aménagement du territoire, tout ce qui a un lien de près ou de loin avec la ressource en eau. Par groupe, ou vous les aviez volontairement mélangés? Dans un premier temps, on les a regroupés par grande thématique, donc une thématique agricole où on essayait de regrouper tous les secteurs agricoles. Et ensuite, lors de seconds ateliers de concertation, là, on a mélangé tous les acteurs. Ce qui a été très enrichissant et pour nous, mais aussi pour eux, de pouvoir discuter avec des gens qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter au quotidien dans leur milieu professionnel. Et donc l'objectif, c'était de faire émerger des scénarios d'évolution communs et cohérent. Donc dans un premier temps, de réaliser un scénario tendanciel, c'est-à-dire qu'on a demandé aux acteurs du territoire qu'est-ce qui se passerait selon vous si on continuait sur les dynamiques actuelles, c'est-à-dire si on n'imposait pas de rupture au niveau de nos pratiques, au niveau de la gouvernance et au niveau des usages. Donc ils ont construit un premier scénario qu'on a combiné au scénario climatique qui est au cœur de cette étude et qui ne varie pas pour cette étude. On a modélisé les impacts et sur la ressource en eau, d'un point de vue quantitatif, qualitatif, d'impact sur les milieux et risque inondation. Et on a aussi modélisé l'impact socio-économique. Il fallait bien sûr que les scénarios soient lisibles d'un point de vue d'impact sur la ressource en eau, mais aussi sur le côté socio-économique. Et du coup, ça nous a permis de poser un peu le diagnostic du territoire. En gros, qu'est-ce qui se passe à l'horizon 2050 si on continue comme on fait, avec le changement climatique qui arrive par-dessus. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a organisé les deuxièmes ateliers de concertation, où on a demandé aux acteurs du territoire de réfléchir tous ensemble à des scénarios alternatifs, c'est-à-dire d'imposer des ruptures au niveau de certaines activités, au niveau de l'industrie, au niveau du tourisme, de l'agriculture. Et donc ils ont construit 6 scénarios alternatifs
sur lesquels on a fait le même travail que lors de la première phase. Donc on a combiné le scénario climatique à ces différents scénarios d'évolution socio-économique et on a modélisé de nouveau l'impact sur la ressource en eau et sur le contexte socio-économique. On en est actuellement là dans l'étude, c'est-à-dire que il va falloir choisir dans ces scénarios le scénario qui paraîtra le plus souhaitable au regard des impacts sur la ressource en eau et sur le contexte socio-économique, donc le plus souhaitable pour l'évolution de notre territoire à l'horizon 2050. Et c'est à partir de ça qu'on pourra rentrer dans la troisième phase de l'étude, qui aura pour objectif d'élaborer des pistes d'adaptation pour essayer de tendre vers ce futur le plus souhaitable. Ok, merci beaucoup, très intéressant. Vous avez encore quelques mots sur ce que vous avez identifié comme les facteurs clés de succès, ou on garde ça pour d'éventuelles questions tout à l'heure? C'est pas forcément des facteurs clés de succès, c'est plus l'étude interpelle énormément et il y a beaucoup de démarches dans cet objectif-là qui se développe. Et donc c'était surtout montrer que il y a d'énormes corrélations et avec les projets qui sont portés au niveau de l'institution à Dour, comme les projets de territoire, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, mais aussi les projets comme un projet Acclimatera qui est porté par la région Nouvelle-Aquitaine à la demande du président de la région. On a un lien fort avec ce projet-là. On est aussi démarché au niveau de café débat, au niveau d'entreprises, de collectivités. Et donc, on va vraiment diffuser le message et essayer de communiquer le plus largement possible autour des impacts que pourront avoir le changement climatique sur la ressource en eau, mais aussi sur les acteurs eux-mêmes.